Allez, retour sur le plateau de CQFD, toujours avec Tani, le sénateur Tani qui est avec nous. Monsieur le sénateur, on va parler de toilettage institutionnel. Alors, je le disais tout à l'heure avec un peu d'humour, est-ce que c'est un demi-échec, une demi-réussite? Vous auriez aimé qu'il se mette en place beaucoup plus vite? C'est raté pour les cantonales, ce sera pour la prochaine fois, mais ce n'est pas encore fait non plus. Oui, alors, Échec ou pas? je vous annonce un scoop, c'est que lorsque les grands élus nous sommes rencontrés récemment à Paris pour écrire un courrier commun de restitution ou en tout cas de contribution au ministre des Outre-mer, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses. Tous les parlementaires, les 4 parlementaires et le président du conseil départemental et le président de l'association des maires, nous nous sommes mis d'accord sur 2 choses. C'est que il faut changer le mode de scrutin, que ce soit un mode de scrutin sur liste, et demander aussi de passer à de 26 à 39 conseillers de la future Chambre. Mais tout ceci ne peut pas... C'est-à-dire devenir un vrai drôme? De devenir un vrai drôme. Parce qu'on en a le titre aujourd'hui. Mais oui. En fait, nous sommes déjà un drôme, le premier drôme de la République. On n'en a que le nom. Hein. On n'en a que le nom parce que, par exemple, la partie régionale ne s'est pas concrétisée sur le papier, sur les faits. Moi, je vais éviter de parler de fautes sur ces questions-là. Les Antilles, la Réunion, la Guyane sont départements depuis 80 ans, 75 ans avant nous. Et ces collectivités sont toujours à s'interroger, à se réinterroger sur leur évolution institutionnelle. Donc, qu'on se pose ces questions à Mayotte, c'est tout à fait légitime. Et ce sont des questions qui nécessitent le consensus. Il ne faut pas se précipiter. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a confié un travail d'évolution, d'amélioration, de clarification institutionnelle aux parlementaires, mais je m'en suis emparé immédiatement. Mais je n'ai jamais considéré que c'était mon affaire personnelle, et c'est pour ça que quand il y a eu des échecs, des demi-échecs, sur le coup, il y a de la déception, mais je ne prends pas ça pour moi. C'est pour les Mahoraises et les Mahorais, c'est pour les générations futures. Nous sommes en train de préparer cette collectivité pour les générations futures. Donc il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Et si... il y avait un joli coup politique à tenter quand même. Mais heureusement, heureusement, vous voudriez qu'on travaille et puis qu'il n'y ait pas de coup politique. Mais mais lorsqu'on travaille en tant qu'élu, bien sûr. Mais on attend. Ça fait partie des règles du jeu. Bien sûr. Bien sûr, sinon je ferai autre chose. Mais ce n'est pas une affaire personnelle. La première fois, c'était Daniel Zaidani qui avait demandé cette évolution institutionnelle. Vous savez comment elle a été stoppée net, en plein vol. Cette fois-ci, c'est le président Sobahadine qui demande le toilettage institutionnel. Eh bien, espérons que ça aille au bout. La prochaine fois, ça fonctionnera. Parce que de toutes les façons, même s'il y a cet accord que je viens de vous relater, on ne pourra pas changer le mode de scrutin tout de suite parce qu'il faut attendre 1 an entre le changement d'un mode de scrutin et le jour où on l'applique effectivement. Donc, si on fait la réforme, on ne pourra pas voter en conséquence moins d'1 an plus tard. Toujours dans le cadre de votre bilan, parce qu'on parle de tout ça, mais tout ça c'est dans votre bilan en fait, hein, c'est ce que vous avez fait. Vous avez également intégré ce qu'on appelle le Burex, le bureau de l'exécutif, je crois. Oui. Et l'objectif, c'est la relance économique, clairement, et notamment en Outre-mer, et notamment Mayotte. Pardon, mais nous, on s'intéresse à Mayotte. Tiens, un petit coucou à nos amis antillais qui nous regardent sur cette émission. Comment on peut améliorer la relance économique à Mayotte aujourd'hui? Alors, le bureau exécutif, pardonnez-moi Patrick d'y revenir, le bureau exécutif de La République En Marche, c'est, comme son nom l'indique, l'appareil politique qui prend les décisions pour le mouvement. Il existe depuis la création d'En Marche et cette année, j'ai eu le bonheur d'avoir été choisi par les amis d'En Marche pour faire partie du Burex et notamment pour m'occuper avec d'autres
de la réflexion sur les Outre-mer. Parmi les sujets de réflexion, il y a la relance économique. Très, très important sujet. Le sujet est d'autant plus crucial que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise sanitaire. Ouais. Donc, au sein de cet appareil, nous avons eu d'ailleurs une réunion hier soir. Ces sujets de réflexion vont avoir lieu pour être concrétisés, pourquoi pas en projet de loi, et pour s'appliquer dans les années à venir. Donc, là aussi, il faut venir à Kwezi pour qu'on entende parler de ces bonnes nouvelles, parce que c'est une bonne nouvelle, pas simplement pour moi, mais pour Mayotte, parce que, encore une fois, un enfant de ce pays, de cette île, fait partie de ces organes de décision. On a gratté, Tani, on a gratté sur le Burex. Le Burex, c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais c'est aussi autre chose, et ça, c'est pas forcément dit. Le Burex, c'est quand même l'organisation qui politiquement prépare une élection. Est-ce que, clairement, vous êtes dans les petits papiers de Macron au sein du Burex pour préparer la campagne du second mandat du président de la République, Emmanuel Macron? Oui ou non? Alors, dans toute famille, on travaille, on s'active, on construit. Et moi, dans cette famille de l'AREM, de la République En Marche, les amis ont estimé que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Quel édifice? Celui de la campagne du second mandat? Déjà terminer ce quinquennat, terminer ce quinquennat dans de bonnes conditions. Et puis, pour l'avenir, un parti politique n'a pas vocation à s'arrêter au bout de l'échéance en exercice. Nous avons vocation à continuer le travail. Et oui, je fais partie de cette cellule de réflexion dans laquelle les ministres de En Marche sont des membres, dans lequel Stanislas Guerini est membre. C'est-à-dire le conseiller outre-mer du président de la République. Hein. Le délégué outre-mer d'En Marche. Pas Stanislas Cazel. Stanislas Guerini. Ah, c'est l'autre Stanislas. Stanislas Guerini. J'ai mélangé les Stanislas. Il y a plein de Stanislas à l'Élysée. Donc, vous ne voulez pas nous dire si c'est oui ou non, vous travaillez pour la campagne d'Emmanuel Macron pour le second mandat? Mais la campagne n'est pas encore ouverte. Oui, mais il y a des gens qui travaillent avant que la campagne soit ouverte. Ah, peut-être. Mais... Puisqu'on parle de politique, on va parler dans un instant de votre mandat de sénateur, qui doit se préparer lui aussi pour peut-être encore un nouveau mandat. On va le savoir dans un instant, si oui ou non vous êtes candidat à votre propre succession. Vous allez me dire que c'est encore un peu tôt. Peut-être pas, mais on va le savoir. Ou peut-être pas. Mais si, on va le savoir. Comment vous voyez les élections présidentielles? Qui c'est qui est au second tour? Parce que les paris vont bon train là-dessus. On nous dit qu'Emmanuel Macron chasse à droite pour laisser moins d'espace à Marine Le Pen, plus d'espace à gauche pour avoir un second tour, la gauche face à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le cas? Alors, pour répondre à votre question, il faudrait presque avoir une boule de cristal. Je ne l'ai pas avec moi. Vous voyez comme moi les statistiques qui souvent changent. Oui, mais vous êtes au cœur de l'appareil politique notamment du Burex pour avoir une idée là-dessus. C'est quoi la finale? Moi, en tant que soutien d'Emmanuel Macron, j'espère qu'il va vouloir être candidat pour un deuxième mandat parce que j'estime que les réformes qu'il avait annoncées dans son programme, il est en train de les mettre en place avec plus ou moins de difficultés et que j'aimerais que ce travail de réformer la France et donc que nos territoires par voie de conséquence puissent continuer. Et bien évidemment, s'il s'engage, ce n'est pas pour le voir éliminé au premier tour. J'aimerais qu'il aille jusqu'au bout et puis que ce travail de construction, de mise en place de ces réformes continue. Alors les sondages, tantôt, ça serait lui contre Marine Le Pen, tantôt lui contre un candidat ou une candidate de gauche. Qu'est-ce qui serait le mieux si vous étiez conseiller? Imaginons que vous êtes au Burex. Imaginons. Non, qu'est-ce qui serait le mieux? Politique fiction. On est en politique fiction. Qu'est-ce qui serait le mieux? D'avoir un Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ou un Emmanuel Macron face à une union de gauche ou pas d'Emmanuel Macron au second tour?
Cette hypothèse, elle est possible? J'aimerais pas que cette hypothèse... Celle-là, vous l'écartez. Voilà. En fait, la question est compliquée. Ce n'est pas que je ne veux pas y répondre, mais ça sera de toutes les façons difficile. Je n'ai jamais vu de deuxième tour d'élection présidentielle où les choses étaient faciles, sauf peut-être à l'époque de Chirac, Chirac contre, contre Le Pen. Mais à un moment, on a eu quand même des sueurs froides. Mais quels que soient les candidats face à face au deuxième tour, ça va être compliqué. Et de toutes les façons, il faudra faire le job. C'est quoi ce job? C'est convaincre les Français que Emmanuel Macron est le candidat le mieux à même de continuer à réformer ce pays et de continuer à faire en sorte que la France se porte de mieux en mieux. Marine Le Pen, c'est la principale concurrente de Emmanuel Macron, selon vous? Mais quand je vois ce qu'elle déclare... C'est un candidat sérieux quand même. Quand je vois ce qu'elle déclare à longueur de journée, c'est du réchauffé. Oui. C'est du réchauffé. Donc, l'avantage d'avoir un candidat, une candidate qu'on connaît déjà et qui n'a pas innové, en fait, c'est que, a priori, on sait quoi répondre. Mais elle est citée comme la challenger principale du président de la République dans la plupart des sondages. Donc, je ne vais pas contredire ces sondages-là. Ce que je dis, c'est que quel que soit le candidat, la candidate en face, on parle de Madame Hidalgo, la mairesse de Paris aussi. Oui. Elle est évoquée de plus en plus. Pour une union de gauche. Pour une union de gauche. Mais j'y crois pas entre les Verts et les socialistes et Mélenchon. Et pourtant, vous êtes un homme de gauche à la base. Comment vous vous positionnez dans tout ça? Parce que vos idées de gauche, elles sont là, elles sont toujours derrière cette chemise blanche, même si cette chemise blanche appartient à En Marche, mais derrière ça, il y a vos idées qui sont toujours là. Mais qui vous dit qu'En Marche ne fait pas de politique de gauche? Ouais. En Marche a l'avantage d'être à la fois de gauche et de droite et de gauche, et même du centre. Tout le monde est là, à En Marche. C'est pour ça que je m'y retrouve. Et moi, je dirais même, quand j'ai commencé ma vie politique, c'était ça. J'étais encarté à gauche. Ça ne m'a pas empêché d'aller discuter avec toutes les composantes politiques de ce territoire, comme je continue à le faire, pour montrer justement que certes, on peut m'étiqueter à gauche parce que mes convictions de base et d'origine sont celles-là et je ne les renie pas, bien au contraire, mais ce n'est pas pour ça que je referme la porte aux idées de droite. Bien au contraire, toutes les idées constructives et qui sont susceptibles de faire avancer les choses, mais je suis preneur. Un autre combat qui se profile à l'horizon, combat politique, c'est les sénatoriales. Alors on a le temps, vous allez me dire, c'est dans 2 ans, on a le temps. Mais les choses se préparent un peu à l'avance. Les municipales viennent de se terminer et on sait, on connaît l'enjeu des municipales pour l'élection sénatoriale. Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous avez déjà mis un espèce de burex local pour ce nouveau mandat? Vous êtes déjà en campagne. Le meilleur burex, le meilleur outil politique pour préparer une campagne, c'est le travail qu'on fait au quotidien. Et vous le savez, pour suivre mes travaux régulièrement, non seulement j'essaie de faire, mais je rends compte de ce que je fais. Mais c'est pas suffisant, que ça soit positif ou pas. C'est pas suffisant. Il y a besoin des maires. Mais moi, je ne sais faire que ça. Ouais. Je ne sais faire que ça, travailler et faire ce pourquoi j'ai été élu, être un parlementaire assidu et puis rendre compte de ce que je fais. Et vous savez, les maires, les élus, ils s'en rendent compte de ça. La particularité, c'est que ce ne sont pas des citoyens lambda, comme on dit. Ce sont des gens qui ont déjà été élus, qui ont déjà fait campagne, qui savent. Parce que, vous savez, quand on est au dehors et qu'on commente la vie politique, tout semble simple. Mais une fois qu'on y est, à commencer par le poste de conseiller municipal, on est rentré dans la cage au lion. C'est plus la même chose. Bien sûr. Là, on se rend compte des difficultés. On se rend compte que c'est pas il n'y a qu'un faucon. Ouais. Mais ce sont des travaux, il faut s'impliquer, il faut des projets, il faut de la persévérance, il faut ceci, il faut cela. Et c'est pour ça, ça a été mal pris quand je l'ai dit, mais c'est pour ça que je dis aux gens, mais venez voir comment ça se passe, portez-vous candidat.
et goûter un peu à la vie politique. C'est facile de... Moi, j'étais comme ça avant 2011. La critique est facile, c'est ça? Mais oui, j'étais Mais la dehors règne et je difficile. disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Par contre, j'ai décidé de mouiller ma chemise et de descendre dans l'arène, pour reprendre votre expression. Vous êtes candidat par votre propre succession. Est-ce que quand vous vous rasez le matin, pour prendre une expression très connue, quand vous vous rasez le matin, vous vous dites ouais, je vais y retourner encore une fois, ou pas? Vous vous dites c'est bon, j'ai eu ma dose, j'en veux pas plus. Si les élections étaient dans un mois, dans une semaine, je vous dirais, j'ai encore la motivation, j'ai encore l'énergie pour continuer. C'est dans 3 ans. Et vraiment, ce n'est pas pour botter en touche. Vous savez que je vous dirai, je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici là. En clair, c'est en lien direct avec les élections présidentielles. Si jamais Emmanuel Macron ne repasse pas, vous croyez que ce sera plus compliqué? S'il repasse, ce sera peut-être plus simple? Ça sera encore plus compliqué s'il repart. Ah oui? Oui, oui, parce que ça sera L'attente sera plus importante? Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Donc on va pas, les gens ne vont pas s'attendre à un candidat qui va promettre les mêmes choses. Ouais. Ouais. Donc ça dépend de beaucoup de choses, de cet événement-là, certainement. Mais quel que soit le résultat, aujourd'hui, si vous me posez la question, voilà, c'est un élément qui pourrait être important, mais pas décisif. Ouais. Ouais. Et puis, vous êtes marié, vous avez des enfants. Quand on fait votre métier de politicien, on n'est pas souvent à la maison, on bouge beaucoup. Forcément, est-ce que votre famille vous soutient encore dans j'allais dire cette épreuve, qu'il y en ait une, hein, faire de la politique, c'est une véritable épreuve. Est-ce qu'elle vous soutient encore? Est-ce qu'elle va avoir, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'elle aura une part dans la décision que vous prendrez? Alors, si ma famille, à commencer par ma femme qui est mon plus grand soutien, Bien sûr. sans elle... Elle est cachée quelque part, elle écoute tout ce qu'on dit là. Hein. Ah, je sais pas. Moi, je sais. lui répétez pas ce que je dis. Sans elle, j'aurais pas fait tout ceci. Et si ma famille, elle et les autres ne me soutenaient pas, je vous aurais dit tout de suite, j'arrête tout. Ouais. J'arrête tout. Et ce qui est valable pour ma famille naturelle, j'allais dire, est valable aussi pour ma famille politique, dans le sens, ce groupe que j'accompagne, qui m'accompagne depuis 2011, il est là, ce groupe, il est composé, il est là à 85-90% encore. Et il est là, pourquoi? Parce que je pense qu'il estime que ce que je fais n'est pas inintéressant. Et puis, on continue à avoir des liens de proximité et constructifs. C'est pour conclure, ces derniers temps, Mayotte souffre, évidemment, comme d'autres départements français, l'eau, mais c'est le cas également aux Antilles, pas qu'à Mayotte, je suis d'accord. L'insécurité, c'est pas le cas qu'à Mayotte, je suis d'accord, dans d'autres départements de métropole, mais aussi de Guyane, ou même de Martinique, ou de Guadeloupe plutôt, on a pu voir ça. Mais Mayotte souffre. Mayotte met beaucoup d'espoir encore dans ses parlementaires. On dit souvent que les Mahorais ne croient plus à la politique, mais c'est faux, on le sait, quand on est sur le terrain, on sait que c'est faux. La preuve en est, beaucoup de candidats pour les cantonales, beaucoup de candidats... donc, à Mayotte, on croit à la politique. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui pouvoir répondre à l'attente, vous en tant qu'élu, à l'attente des Mahorais? C'est vrai que Mayotte souffre beaucoup, les Mahoraises et les Mahorais souffrent beaucoup. Et avant de répondre à votre question, il faut se rappeler toujours que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de choses qui ont été faites ou pas faites dans le passé. Tout à l'heure, on parlait de bilan. Oui. Je vous ai rappelé ce rapport de la Cour des comptes de 2016. Et ce qui se passe aujourd'hui, on le savait. On le savait. Comme plus tard, ce qui va se passer, ça sera aussi la conséquence de ce qui se fait là aujourd'hui. Si j'avais estimé un seul instant que c'était foutu, il n'y a plus d'espoir, j'aurais là aussi arrêté. Vous le savez, Patrick, mon métier, c'est avocat.
ce métier que j'adore, qui me manque. Je l'ai presque mis entre parenthèses parce que, modestement, je pense que je peux apporter quelque chose à mon pays, à mon île. Le jour où cette croyance n'existerait plus, eh bien, j'arrêterai. Mais parce que je pense que, à ma place, très modestement, je peux encore contribuer à apporter des solutions à Mayotte, je peux répondre à l'espoir, aux espérances des Mahorais, mais je vais continuer à me battre. Il y a beaucoup avec eux. d'émotions dans ce que vous dites et même dans la manière de le dire, on ressent cette émotion. C'est quoi le plus important? Pour conclure, parce que c'est la fin de l'émission, l'amour du pays, l'amour de notre île, Mayotte, ou l'amour de la politique? Ou ça va ensemble? À l'origine, je n'aimais pas la politique et je crois que je ne l'aime toujours pas. Dans son sens politicien. Oui, bien sûr, bien sûr. La politique, œuvrer pour la cité, c'est ça qui m'a fait tomber dedans. Je suis entré en politique parce que je me suis souvenu d'où je viens. Je me suis souvenu que, en étant gamin, il m'est arrivé des choses et que le système, la France, ce territoire avec son amour pour la France, ma famille, eh bien, m'ont aidé à surmonter cet événement et je suis devenu ce que je suis. Si je suis entré en politique, c'est pour restituer un peu de ce qu'on m'a donné, de ce que la France m'a donné, de ce que ma famille m'a donné. C'est tout. Le jour où je n'aurai plus l'envie, c'est même pas des calculs, je vais gagner, je ne vais pas gagner, ça vient. Le jour où l'énergie, l'envie ne serait plus là, mais j'arrêterai et j'irai refaire mon métier ou un autre métier. Vous viendrez travailler à la télévision, à la poésie. Par exemple. Hein, pourquoi pas. Merci exemple. d'avoir été aussi transparent avec nous. Merci à d'avoir nous avoir donné aussi cette émotion, parce qu'on l'a ressenti dans vos propos. Et puis on va continuer à suivre votre travail, on ne va pas vous lâcher, hein, monsieur le sénateur. Vous êtes coriace, ça plaisir. Allez, c'est tout pour ce CQFD, ce qu'il fallait dire. Il l'a dit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau CQFD. Ciao.